Déclaré ouvert le 119e Congrès français de chirurgie. Vous le souhaitez excellent. Je voudrais vous présenter en quelques mots mon invité, mon ami Gérard Tracandi. Gérard Tracandi est né en 1952. Il était professeur à l'École supérieure des beaux-arts de Marseille et à l'École d'architecture de Marseille. Il a été professeur invité de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il est aujourd'hui un peintre reconnu. Comme la main du chirurgien, celle du peintre œuvre. Et l'œuvre de Gérard Tracandi est fondée sur un paradoxe, puisqu'elle se situe entre l'abstraction et le réalisme. Il est l'auteur, bien sûr, de nombreuses expositions. Il travaille dans ses ateliers d'Aix-en-Provence et de Paris. Voici quelques images qui donnent une idée de son travail actuel, bien qu'il ne s'agisse que de diapositives qui rendent bien mal compte de l'ampleur des formats et des nuances de couleurs. Mais cela donne tout de même une idée. Je suis très heureux qu'il ait accepté d'être l'invité d'honneur de cette séance inaugurale. Je lui ai suggéré un titre. Il en a fait le sien. Je vais donc lui laisser la parole. Merci à tous de votre écoute attentive. Bonjour mesdames, messieurs, la situation un peu baroque, je viens de parler de peinture abstraite à un congrès de chirurgiens. Bon, parce que voilà quelque temps, Jean-Robert Delperot, qui est, je vais le qualifier de semi-professionnel. Ça te va, Jean-Robert? Peintre semi-professionnel, c'est un terme un peu footballistique peut-être, mais bon, on va faire avec. Et il m'a posé cette question, qu'est-ce que la peinture abstraite? Forcément, il la pratique. Et il me semble légitime qu'il se pose cette question, puisque comme chirurgien et comme peintre, c'est un homme responsable et il n'agit pas n'importe comment. Alors je vais essayer, avec l'aide de quelques images, de vous raconter un peu une histoire qui est un peu plus que centenaire. Hein, cette histoire-là, elle commence en 1913, et donc nous sommes... Jean-Robert, moi-même et mes confrères, les héritiers de cette longue histoire. Alors, je voudrais commencer par une définition qui pourrait être reprise par beaucoup de gens aujourd'hui et qui est une définition de Audiard. Sur le plan de l'arnaque, les coups les plus tordus ne sont rien à côté de la peinture abstraite. Alors, je vais essayer de vous montrer que, évidemment, la peinture abstraite, ça peut être autre chose que ça. Alors, dans un premier temps, alors là, j'ai besoin d'images, plutôt que de vous dire ce qu'est la peinture abstraite, parce que je ne répondrai pas à cette question, elle est trop vaste, je vais simplement essayer de l'étayer. Mais avant de dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de la peinture abstraite, ou tout au moins la survoler, je voudrais vous dire qu'est-ce qui est abstrait en peinture selon moi. Voilà. Alors, ce que vous avez là sous les yeux, c'est un dessin de Cézanne. Il s'appelle Arbres et ponts, il mesure 52 par 38 cm et il a été réalisé autour des années 88-90. Je vous montre ce dessin parce que j'ai eu l'occasion, voilà, une douzaine d'années, d'écrire un texte à propos de ce dessin. Et si j'avais écrit ce texte, c'est parce que j'ai eu une expérience, avec ce dessin-là. À savoir que ce dessin, je l'ai vu dans une exposition qui figurait en 1995. À l'exposition Cézanne au Grand Palais, que certains d'entre vous ont peut-être vu. J'avais acquis le catalogue, et comme souvent, quand je suis dans une période de crise, j'aime bien consulter Cézanne, voire Giacometti. Ce sont deux artistes qui, je ne sais pourquoi, enfin on pourrait en discuter, me réconfortent, me donnent courage. Donc, consultant ce catalogue, je vois ce dessin que j'avais vu remarquer à l'exposition et qui avait, dans sa simplicité, je trouvais une grande majesté.
Donc, quelques jours après, enfin quelques temps après, je sais que ce dessin a été fait quai d'Anjou, où demeurait Cézanne une certaine période de sa vie. C'est d'ailleurs là qu'il a fait, par exemple, le portrait d'Ambroise Vollard. Donc, je passe devant quai d'Anjou et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter pour repérer un peu l'endroit où il a fait le fameux dessin du catalogue. Et je me suis arrêté, j'avais ce jour-là fait un croquis que depuis j'ai perdu, donc je pourrais pas vous le montrer. En revanche, ce que j'ai fait, pour que nous puissions en parler, je puisse vous en parler aujourd'hui, je suis allé faire une photographie du même point de vue. Donc j'ai bien vérifié, quand on est là, on est devant le 15 quai d'Anjou, là où demeurait Cézanne, et si on revient en arrière, on s'aperçoit qu'on a les 3 arbres, le pont, etc. Alors à partir de là, si vous me le permettez, je vais lire le texte, enfin la fin du texte tel que je l'avais écrit. Alors on va faire l'aller-retour. Je vais revenir encore une fois pour que vous situiez. Et on va revenir au dessin. Alors une première remarque, l'arche du pont perceptible en bas depuis le quai sur la photo est représentée chez Cézanne au beau milieu de la feuille. Deuxième remarque, les arbres plutôt raides sur la photo ont gagné une souplesse surprenante dans le tracé cézannien. Troisième remarque, pour apercevoir le pont Sully, il faut se placer de telle manière que le parapet qui longe le trottoir fuit fortement vers l'horizon. Or, sur le dessin de Cézanne, le parapet est rendu parfaitement horizontal, créant ainsi un piédestal aux arbres ondoyants qui le surmontent. Alors, on va tirer quelques conclusions de cela. Si l'arche du pont est si haute, c'est que la ligne qu'elle forme s'accroche au tronc de l'un des arbres, mariant élégamment premier et deuxième plan. Non comme une photographie l'enregistrerait, mais comme l'œil humain travaille, en accommodant en permanence. L'eau qui passe sous cette arche, cette eau qui n'est que du blanc sur le papier, elle est là dans l'ondoiement des troncs et des branches qui me semblait excessive. Enfin, le parapet étant horizontal, ça permet aux colonnes souples de faire une lecture de bas en haut, comme dans la peinture chinoise. N'est-ce pas? C'est-à-dire que chez Cézanne, l'histoire ne se fait pas en profondeur uniquement, telle que la Renaissance nous l'a appris. Il y a donc de multiples points de vue dans le dessin de bas en haut, mais aussi, si l'on est attentif, ce que les Anglais appellent une vue d'oiseau. Alors, écoutons Cézanne, peindre, c'est organiser ses sensations. Encore faut-il en avoir. Et il rajoute, et moi, je les ai fortes. Si ce dessin possède cette grandeur, c'est que le sujet n'est pas un alignement d'arbres, mais le rythme de la vie, la respiration du monde. Souvenons-nous des aquarelles faites à Château-Noir. Alors, les aquarelles à Château-Noir, c'est ça. Ouais, c'est un très beau dessin de Cézanne fait à Château-Noir, une aquarelle. Les arbres sont représentés par des touches fines, comme les aiguilles de pin du motif. C'est-à-dire que quand on regarde un dessin comme ça, on a à la fois une vue très très lointaine de la chose, on voit les arbres là-bas. Mais le motif, la fine aiguille qui lui sert, on voit sans arrêt là ce petit motif aigu qui fait penser à l'aiguille de pin. C'est l'idée d'être très très près de la chose. On est à la fois très proche et très lointain. Cela devient le mode au sens musical du terme sur lequel il règle sa partition. Ici, sur le quai d'Anjou, l'eau de la Seine, l'air ambiant, le font jouer sur un autre mode. Et j'avais conclu ainsi ce texte, Cézanne se soumet, là est sa force. Alors là, voici ici un autre dessin de Cézanne qui est beaucoup plus modeste celui-là, mais si je l'ai mis, c'est parce que c'est les objets du quotidien, quelque chose, c'est des dessins de rien du tout.
Mis à part que ces dessins-là, ils ont influencé pas mal de monde. Alors, par exemple, Braque ou Picasso. Là, on est devant le guéridon de Braque, qui mesure 116 par 81, qui a été peint en 1911. Puis, L'homme à la mandoline de Picasso, qui a été peint lui aussi en 1911. À l'époque, les deux peintres travaillaient ensemble. Il est parfois extrêmement difficile, d'ailleurs, de distinguer qui a fait tel tableau ou tel autre. Alors, ça nous permet déjà de pour le moment, je vous ai montré 3 tableaux. Il n'y a pas un tableau qu'on pourra qualifier d'abstrait. Et on pourrait même dire que le tapis est déroulé pour que l'abstraction arrive. Et bizarrement, enfin, ou en tout cas c'est une question que je me pose, pourquoi certains vont franchir le cap et d'autres pas? C'est une question qu'on peut se poser légitimement, d'autant que il y a des phrases comme celle de Picasso qui est connue, il faut usurper le pouvoir, la nature c'est moi. Tandis que la nature c'est pas le motif, la nature c'est moi, l'auteur du tableau. Donc tout est là pour que l'abstrait advienne. Et l'abstrait il viendra pas d'eux. Il viendra pas non plus de Matisse. Là on est devant un tableau de Matisse assez, on va dire que ce tableau est culte. Et il est culte alors qu'il a une histoire très très étanche. C'est un tableau qui s'appelle Fenêtre à Collioure. J'ai le format ici, 116 par 89, vous le connaissez peut-être, il appartient au Centre Pompidou, vous pouvez aller le consulter très rapidement. Alors il a une histoire étrange ce tableau, c'est qu'il a été fait en 1914. On peut le voir symboliquement comme cette ouverture vers les ténèbres de la guerre qui s'annonce. Mais plus pragmatiquement, ce tableau, c'est un tableau qui est inachevé. Et c'est un tableau qui a jamais été signé par l'auteur. En revanche, ce tableau a toujours été conservé par lui. Donc, ce tableau inachevé et conservé, il n'avait jamais été vu. Il est réapparu après la mort de Matisse en 1954. Il est réapparu en 1966 à Los Angeles. Et ce tableau, évidemment, il a été adoré par la peinture américaine, des peintres américains dont nous parlerons un peu plus tard, parce que au fond, il y avait déjà, là, encore une fois, tout un programme. Vous connaissez tous plus ou moins les tableaux de fenêtres de Matisse. Ce qui intéresse Matisse dans les tableaux de fenêtres, c'est que là-bas, de l'autre côté, il y a le bateau. Et ici, à l'intérieur, il y a les objets du quotidien. Or, la fenêtre qui se trouve pour séparer entre les deux espaces, et pour lui, le moyen de les lier, parce que ce qu'il peint et ce qu'il dit qu'il peint, c'est que le bateau là-bas et les objets du quotidien ici sont dans le même espace. Et c'est ça qui l'intéresse. Or, dans ce tableau inachevé, qui est sans doute un tableau où la partie noire était un paysage recouvert avant son départ de Collioure, il se trouve que sur ce tableau, on n'a ni les objets à l'extérieur, ni les objets à l'intérieur. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a juste la fenêtre. Il n'y a plus rien là-bas et il n'y a plus rien ici. Donc tout est à la surface du tableau. Et ça, c'est déjà encore une des pistes les plus importantes pour les peintres abstraits. Parce que les peintres dits abstraits sont des peintres qui ont voulu ramener la peinture à ce qu'elle était, un point c'est tout. Donc si on veut regarder ce tableau, j'espère que, bon là on voit qu'une diapo, hein, ne confondons surtout pas les choses. Si vous voulez voir ce tableau et que vous allez au musée Pompidou, vous allez être devant une surface colorée, et vous allez le lire de droite à gauche ou de gauche à droite. On ne peut pas le lire autrement. Il n'y a pas d'illusionnisme là-dedans. Il y a une couleur bleue, une couleur verte, etc., etc. Et vous allez le lire comme ça. Vous allez être confronté à ce qu'est la peinture. Et voilà. Donc là encore, il y avait une piste pour l'abstraction. Matisse n'ira jamais à l'abstraction. Alors on va enfin regarder un tableau abstrait. Et pas n'importe lequel, puisqu'on va regarder le premier tableau abstrait. Alors ça, c'est une nouveauté, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le premier tableau abstrait, les historiens n'avaient pas décidé que c'était celui-ci. Mais ça a changé, depuis on a découvert celui-ci. Alors ce tableau, il s'appelle Tableau avec cercle. Il a été peint en 1911, comme l'étoile cubiste que nous avons vu précédemment. Il mesure 139 par 111 cm, et il est dans un musée en Russie, mais j'ai plus le nom du musée avec moi. On fera ça. Alors, au dos de ce tableau, déjà, et là c'est une question de terminologie,
il n'est pas écrit premier tableau abstrait. Il est écrit par l'auteur a posteriori, mais il est écrit par l'auteur première peinture non objective. Alors, il y a un texte de Malevich qui accompagne ce tableau. Il y a un texte qui existe, qui est connu, hein, et je vais vous le lire, parce que c'est très très intéressant de voir comment cette histoire commence quand même. Alors, voilà le texte de Kandinsky. Au crépuscule naissant, j'arrivais chez moi avec ma boîte de peinture après une étude, encore perdu dans mon rêve et absorbé dans le travail que je venais de terminer. Lorsque je vis soudain un tableau d'une beauté indescriptible, imprégné d'une grande ardeur intérieure. Je restai d'abord interdit, puis me dirigeai rapidement vers le tableau mystérieux, sur lequel je ne voyais que des formes et des couleurs et dont le sujet était incompréhensible. Je trouvai aussitôt le mot de l'énigme. C'était un de mes tableaux qui était appuyé au mur sur le côté. J'essayais le lendemain de retrouver à la lumière du jour l'impression éprouvée la veille devant ce tableau. Mais je n'y arrivais qu'à moitié. Même sur le côté, je reconnaissais constamment les objets et il manquait la fine lumière du crépuscule. Conclusion du texte. Maintenant, j'étais fixé. L'objet nuisait à mes tableaux. Alors, maintenant, j'étais fixé. L'objet nuisait à mes tableaux. Il est donc question de supprimer les objets. Il ne va pas y arriver immédiatement. Alors, on va faire une expérience un peu sacrilège. Voilà. Le tableau, c'est intéressant de penser ça comme ça, parce que ça nous convoque, nous autres spectateurs du tableau. Parce que là, il y a deux peintres, en fait. Parce que lui, il l'a peint comme ça, le tableau, avant qu'il le voie sur le côté. Puis j'ai pas de mal à retrouver où est le bas, où est le haut. On est bien d'accord qu'on a un paysage type post-fauviste, quoi. Enfin, ce que faisaient ces gens-là, le groupe D-Brook ou Blue Writer, dont il faisait partie, il était un des fondateurs. Voilà, c'est un peu comme ça, comme ils peignaient. Ils avaient vu Gauguin, ils avaient vu Matisse, ils avaient vu toute la peinture fauviste, et ils peignaient comme ça. Donc le tableau a bien été fait comme ça. Et pourtant, pour revenir en arrière, il est signé comme ça. Donc on a deux peintres. On a un peintre qui peint, et on a un peintre qui regarde. Et je crois que on va le voir plus loin avec d'autres exemples, mais dans la question de la peinture abstraite, il en est une, je crois, qui me semble évidente, c'est la place qui est donnée à celui qui regarde le tableau, l'importance de celui qui regarde le tableau. On ne va pas dire qu'il n'en avait pas précédemment, mais là, la fonction du spectateur est mise en avant. Il est responsabilisé, on dira. On peut le voir comme ça. On peut dire aussi que c'est une arnaque, comme disait notre ami tout à l'heure. Alors que non, c'est peut-être une époque, c'est une période, on va voir que cette histoire-là, elle se joue très très fortement sur les deux guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Grand moment de crise et nécessité de, comme ils disent tous, repartir à zéro, tourner la page, on recommence. Donc là, il était question de se séparer de l'objet. L'objet dérange. Alors pour revenir encore à la terminologie, l'idée de abstrait, il y a une remarque que fait Nina Kandinsky, c'est un entretien radiophonique que j'ai écouté sur France Culture, où Nina Kandinsky, avec son accent russe inimitable, explique qu'elle était avec Kandinsky, comme elle le dit, et le patron de la galerie Piercé, et le patron de la galerie Piercé demande à Kandinsky, ce que vous faites là, c'est quoi? C'est de l'abstrait. Et Kandinsky répond, je n'aime pas ce mot, je l'appelle concret. Mais pour les journalistes, cela passe sous le nom abstrait. Donc on va dire, là, on a encore un déplacement, c'est-à-dire celui qui peint, il dit que c'est concret, et celui qui regarde, il dit que c'est abstrait. Parce que pour le peintre, peindre, c'est peindre. Ça, c'est une phrase que j'ai pas inventée, elle vient de lui. C'est Émile Nolde, qui est un peintre pas intellectuel du tout. Il appartient au mouvement qui était collègue avec le mouvement de Kandinsky, Blue Writer.
Et lui, il avait cette phrase que j'aime beaucoup avec un ami, on finissait toujours nos conversations en citant notre ami Nold, en disant « peindre, c'est peindre ». Il est bien question de revenir à cette histoire comme ça du présent. Alors, pour les définitions de l'art abstrait, après on ne reviendra pas sur la terminologie, on emploiera le mot pour des raisons pratiques, mais j'ai deux très belles définitions. Alors il y a celle qui correspondrait peut-être au dessin de Cézanne qu'on a vu tout à l'heure, et l'autre peut-être plus au tableau de Kandinsky qu'on vient de voir maintenant. La première, c'est une définition de Gilles Deleuze qui dit « Le véritable vécu, c'est absolument abstrait. L'abstrait, c'est le vécu. » Je dirais presque que dès que vous atteignez au vécu, vous atteignez au plus vivant de l'abstrait. En d'autres termes, le vécu ne représente rien, et vous ne pourrez vivre que de l'abstrait, et jamais personne n'a vécu autre chose que de l'abstrait. Je ne vis pas la représentation de mon cœur, je vis une ligne temporelle qui est complètement abstraite. Quoi de plus abstrait qu'un rythme? Alors ça, on n'est pas dans l'art abstrait, on est dans l'abstrait, on est bien d'accord, c'est pour ça que je voulais le coller plutôt au dessin de Cézanne qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, il y a une définition plus convenue de celle à laquelle nous sommes tous, je crois, habitués, celle de Michel Sefort. Il dit « J'appelle art abstrait tout art qui ne contient aucun rappel, aucune évocation de la réalité observée, que cette réalité soit ou ne soit pas le point de départ de l'artiste. » Voilà. Donc, une peinture qui voudrait s'émanciper du motif. Je dis bien qui voudrait parce que c'est pas évident. Et là, maintenant, je voudrais vous poser la question, je me la pose. Hein. Comment se fait-il que Malevich, avec son carré noir sur fond blanc, on en parlera un peu à partir de cette photo, Kandinsky, qu'on vient de voir, ou Mondrian, eux, passent, s'offrent ou se permettent, ou osent, enfin, je sais pas comment le qualifier, en tout cas passent à l'abstraction. Ils ont enlevé l'objet, mais ils l'ont remplacé par quoi alors? On peut se poser cette question, parce que il n'y a plus l'objet, certes, mais il y en a un autre d'objet, sans doute, il est quelque part. Alors, la réponse que je me suis faite en préparant cette petite présentation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est une hypothèse et je vous la soumets. Je crois qu'ils ont remplacé l'objet par une idée, une utopie, voire une idéologie. Et je pense que la différence qu'il y a entre Matisse, Picasso, Braque et ces gens, comme ces gens du Nord, allemands, russes pour la plupart, c'est peut-être la différence qu'il y a entre le croyant, celui qui croit à quelque chose qui est croyable, et celui qui a la foi. C'est-à-dire, il croit à quelque chose d'incroyable. Je me suis permis de faire cette interprétation et je vous la soumets, mais je la laisse à votre réflexion et voilà où j'en suis avec cette question de ceux qui y sont allés et ceux qui n'y sont pas allés. Je dois vous dire que pour ma part, je ferai peut-être plutôt partie de la première catégorie. Je serai croyant sans avoir la foi. Et même si aujourd'hui je fais de la peinture qu'on qualifie d'abstraite, elle ne l'est pas tout à fait, et la peinture abstraite aujourd'hui est peut-être devenue non plus ce qu'elle était à cette époque-là, mais elle est devenue un genre en soi, de la même manière qu'il y a le genre du portrait, de la nature morte, etc., etc. Donc faire de la peinture dite abstraite aujourd'hui n'a pas du tout la même signification que faire la peinture dite abstraite en 1911. Alors, deux mots sur ce que vous voyez là, que vous avez sous les yeux. Le tableau que nous avons vu, c'est le carré noir sur fond blanc, le légendaire carré noir sur fond blanc. Il mesure 80 par 80. Alors celui-là aussi, il a encore une histoire assez amusante. Il est 1915. Ça, c'est tous les historiens qui s'accordent. Mais il avait quand même été antidaté par Malevich 1913. Histoire de dire, c'est quand même moi le premier qui a fait le tableau abstrait. Et ils étaient tous là quand même à batailler pour être le premier qui... C'est assez amusant, cette part-là, cette part un peu vaniteuse, chez des hommes quand même qui étaient d'un engagement inouï. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est une exposition qui s'appelait 010. C'était une expo où le 0 signifiait que après l'ancien monde de l'art, débutait le nouveau. On a toujours cette idéalisation.
Et c'est quoi le nouvel art? C'est sans doute un art où l'art dit, nous n'aurons plus besoin d'art. Il y a quand même un peu aussi chez eux l'idée qu'ils sont les derniers des peintres. Et qu'on va arriver à un autre monde. Et ce monde-là n'aura même plus besoin d'art. C'est-à-dire plus besoin de ce que l'art nous amène souvent, c'est-à-dire une consolation. Je crois que chez ces peintres-là, il y a cette grande utopie qui est très forte et qui les amène à avoir des gestes aussi radicaux. Je vais peut-être accélérer parce que sinon ça va durer des heures, mon histoire. J'ai mis alors le tableau qui est le carré noir sur fond blanc. Vous voyez bien qu'il n'est pas installé comme les autres tableaux. Il n'est pas au mur, il est dans un coin. Et surtout que ce coin-là, c'était le bon coin, on va dire. C'était le coin magique dans les maisons de paysans russes. C'était le coin où on mettait l'icône. C'est la place de l'icône. Et il n'est pas installé comme les autres tableaux, c'est l'icône. Alors ça veut dire quoi, une icône? Parce qu'on n'est plus dans la fenêtre de Matisse, on n'a pas ce trou noir, on est vraiment dans un tableau de figure, je dirais. Il est carré, donc il est entre le format paysage et le format figure. Il est carré, il est noir, et on nous dit quoi? On est toujours dans l'idée de la foi. Mais la foi en quoi? Au fond, c'est une question qui nous est posée. Il occupe la place de l'icône. Alors, par association d'idées, bon, je connais cette image depuis pas mal de temps, là, du carré mais je me suis dit que c'était bien de montrer, parce que j'entends beaucoup parler de progrès ici, vous faites de la chirurgie. Moi, comme peintre, la notion de progrès, vous savez, c'est un truc très, très, je sais pas ce que c'est, quoi. Je vois pas où est le progrès en art, quoi. Je vois des changements, des évolutions, des choses se transforment, mais le progrès, je sais pas ce que c'est. Je vois pas le progrès qu'il y a par rapport au tableau de Cimabue, de la peinture de Malevich, qu'on vient de voir. Celle-là aussi, elle est dans l'espace, elle flotte, elle est découpée, elle est à la fois image, sculpture, elle est à la fois plate et épaisse. Et voilà, donc je dis pas que Malevich a juste repris cette histoire-là. Simplement, à une autre époque, il y a eu ce besoin-là de réincarner une fois. Ça, c'est un autre tableau de Malevich, parce que ce qui est intéressant à savoir de lui, c'est qu'il n'est pas resté abstrait. Certains le restent à vie. Certains restent dans cette idée première. Malevich, lui, il est revenu à la peinture figurative. Peut-être avait-il fait le geste ultime, mais ensuite, il voulait forcément poursuivre ce programme, passer à autre chose. Et cette autre chose, ça a été de faire des objets utilitaires et des projets d'architecture. Voilà. Toutes ces choses-là ont plus ou moins avorté. Il est revenu à cette peinture figurative, très belle, assez primitive. Et là, j'ai mis son portrait derrière, où on voit sa tenue de paysan telle qu'il l'a peint dans le tableau précédent. Voilà. Ensuite, nous avons Mondrian. Je vous ai pris les trois grandes figures classiques, références de l'art abstrait, de la naissance de l'art abstrait, à savoir Kandinsky, Malevich, Mondrian. Bon, je vais un peu accélérer. Mondrian, donc on est sur une histoire, c'est pareil, il a vu Van Gogh, il est hollandais, il a vu il connaît la peinture hollandaise, il connaît tout son vocabulaire, il a vu les fauves, etc. Et tout le développement qu'il va faire autour de l'arbre va lui permettre d'arriver à une construction extrêmement géométrique, simplifiée. Ça, c'est un dessin, je l'ai mis parce qu'il faisait un peu écho au premier dessin que nous avons vu. Vous voyez que là, il y a déjà la volonté de construire par horizontal et vertical, et qu'on va s'éloigner du motif plus vivant de l'arbre pour en faire une construction définitive. Ça, c'est le tableau numéro 1, 1913. Vous voyez qu'on est toujours dans les mêmes dates, là. Kröller-Müller, Otterlo. Et puis on va arriver aux tableaux qui sont très connus de lui. Celui-ci s'appelle Composition avec jaune, rouge et bleu. Et il est de 1944. On a passé un certain temps. Alors ils avaient tous ces gens-là, quand je vous dis que c'était des utopistes, ils ont tous des phrases quand même assez extraordinaires hein, pour nous. Voilà. Alors ça, Malevich, il dit le suprématisme et le sémaphore de la couleur dans l'illimité. J'ai débouché dans le blanc, parce qu'après le carré noir sur fond blanc, il a fait le carré blanc sur fond blanc.
J'ai débouché dans le blanc, camarades aviateurs, voguer à ma suite dans l'espace sans fin. Alors, je vois pas Matisse dire ce genre de truc. Et puis, Mondrian, lui, dit, puisque le principe masculin est la ligne verticale, un homme reconnaîtra cet élément dans les arbres, ascendant d'une forêt. Il voit son complément dans la ligne horizontale de la mer. La femme, dont l'élément caractéristique est l'horizontale, se reconnaîtra dans les lignes étendues de la mer. Dans l'art, cela est unifié, puisque l'artiste est sans sexe. Là, voilà, vous voyez, les grandes idées. Alors lui, par exemple, Mondrian, il était à l'académie de théosophie. C'était quelqu'un qui pratiquait le yoga, la méditation, etc., etc. Donc, ce qui accompagne ces peintres-là, c'est souvent une forme de spiritualité, je dirais, exacerbée. On va faire un saut. Là, on va changer un peu le débat. Je pourrais continuer de parler des tableaux formellement, etc. Mais je voudrais pas vous ennuyer avec ça. Là, on va sur un débat. Peut-être ça vous concerne, les chirurgiens, je sais pas. C'est un truc Europe-Amérique. Soit, je t'aime moi non plus, quoi. Ce truc-là. Et là, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui vient d'avoir lieu. Et là, pareil, repartir à zéro. C'est une phrase de Barnett Newman. C'est le peintre dont nous voyons un des tableaux là. Alors qu'est-ce qui change avec eux? La première chose qu'on peut noter, d'un point de vue, vous sur l'écran, vous vous en rendez pas compte, mais je dois vous le dire, c'est on est passé à un espace du tableau extrêmement grand. Et cette taille, cette parfois un peu, pour l'époque, des mesures, ces tableaux qui font entre 4, 5, 6 mètres, c'est l'idée d'insister sur la place du spectateur, de le mettre en situation. Barnett Newman, par exemple, il aimait bien que ces tableaux, on les voit avec peu de recul. De telle manière que si vous regardez un tableau comme ça, vous êtes dans le rouge. Et puis là-bas, il y a le jaune. Et puis là-bas, il y a le bleu. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes dedans, comme on est dans un paysage. Et pas comme on est devant une figure. Donc il n'y a plus la fenêtre. Elle est évoquée d'une certaine manière, mais il n'y a plus la fenêtre. Et ça, je voudrais vous lire un texte là de Barnett Newman, parce que ça pourra, je veux dire, accompagner son travail, et ça pourra vous montrer dans quel état d'esprit il le faisait. Et dans ce côté concurrentiel qu'il y a après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils n'ont pas fait que gagner la guerre, quoi. Et après, ils s'en sont servis, parce que là, tous les gens là qu'on va voir, c'est les icônes de l'art du XXe siècle après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, les icônes, ce ne sera plus en Europe qu'on va les trouver. Elles sont là aux États-Unis. Et dans un certain état d'esprit. Ça, c'est intéressant, c'est une photo de Nina Lin pour Life Magazine qui s'appelle Les Irascibles, parce que toute la bande qui est là, vous en connaissez, je pense, un certain nombre, pour les amateurs de peinture. Alors au centre, ils sont tous habillés en banquier, parce que Barnett Newman voulait ça. Au centre, il y a un peu le chef de la bande, Barnett Newman. Là, vous voyez ce que je vais reconnaître. Il y a Rothko. Hein, les amateurs de peinture connaissent Rothko, il est là. Il y a au centre, là-bas, derrière, vous voyez Jackson Pollock. Derrière, celui qui faisait peur à tout le monde, celui qui fait les tableaux noirs, c'est Ad Reinhardt. Et puis là-bas, sur le côté, vous voyez Willem de Kooning. Puis il y a toute une bande. Il y a une seule femme, à l'époque, l'histoire de la parité, c'était pas trop tendance. Et d'ailleurs, elle est sur la photo, elle était peintre, et elle a dit que c'était un des pires moments de sa vie, parce que je pense que quand elle est arrivée en retard, ils n'ont pas du tout apprécié, pas uniquement le retard, mais le fait qu'il y ait une femme sur la photo, ça faisait pas sérieux. Voilà. Comme quoi, vous voyez, les époques changent. Alors, que dit Barnett Newman, dont nous allons voir encore quelques tableaux? Je veux bien vous commenter celui-là, parce qu'il est à Beaubourg et qu'il est à 2 pas, et si vous êtes curieux de ce que je vous dis, vous pourrez aller le contempler vous-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Barnett Newman? Je crois qu'en Amérique, certains d'entre nous, libres du poids de la culture européenne, sommes en train de trouver la réponse, car nous nions toute relation entre l'art, la beauté et la recherche de la beauté. La question qui se pose actuellement est de savoir comment, si nous vivons à une époque dépourvue de légendes ou de mythes, qu'on puisse qualifier de sublime, comment, si nous nions
que les relations pures puissent être à la source d'un sentiment d'exaltation et refusons de vivre dans l'abstrait. La question est de savoir comment créer un art sublime. Je continue, et c'est là qu'il va nous parler de nous, les Européens. Nous sommes en train de réaffirmer le désir de l'homme pour le sublime, pour tout ce qui touche aux émotions absolues. Nous n'avons pas besoin des arcs-boutants vétustes d'une légende surannée, c'est à nous que ça s'adresse. Nous sommes en train de créer des images qui seront leur propre réalité, qui seront dégagées des béquilles des images belles et sublimes du passé. Nous sommes en train de nous libérer des embarras du souvenir, des associations, de la nostalgie, de la légende, du mythe, et ainsi de suite, et de tous les procédés démodés de la peinture d'Europe occidentale. Au lieu de créer des cathédrales à partir du Christ, de l'homme ou de la vie, nous les bâtirons à partir de nous-mêmes et de nos propres sentiments. L'image que nous sommes en train de produire est à l'évidence celle d'une révélation réelle et concrète qui peut être comprise par quiconque la regardera sans les lunettes nostalgiques de l'histoire. Alors, je vais faire court, je vais aller à la fin et en même temps je vais surfer sur les vagues de quelques images et je vais en arriver à une conclusion qui était prévue dans bien plus longtemps. Donc, avec Barney Newman, on va voir. Alors, je ne pourrais pas vous commenter ce tableau, ça m'aurait fait plaisir, mais bon. Voilà, ça, ce sont les dessins de Barney Newman. Vous voyez bien qu'il est question, avec le zip, il est question de la lumière qui est derrière le tableau. Et avec un tableau comme celui-ci, il semble con, ce tableau. Il y a plein de petits détails très très intéressants, et surtout, il y a le fait que le blanc du tableau, il est nulle part le même quand on est devant le tableau. Et l'endroit où il est le plus blanc, l'endroit où il est le plus lumineux, l'endroit où on a envie d'aller voir derrière, c'est le blanc qui est entre là où il y avait le zip, là où il a peint et où il a arraché le scotch. Donc cette idée de traverser le tableau, c'est encore, on retrouve cette idée d'utopie, d'aller là-bas, derrière le tableau, qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière, après l'art, après la représentation. C'est quoi l'art, la vie comme ça, sans l'art, quoi. Sans ce besoin de représentation. Alors, il y en a un autre qui a fait la même chose de façon peut-être plus radicale, c'est Lucio Fontana. Avec les fentes et les bouquets, les trous. Lui, il l'a fait littéralement. Bon, on en parlera une autre fois. Ça, c'est un tableau de Jasper Johns, c'est le pop art. C'est Jasper Johns. Je voulais parler aussi de l'histoire de l'art américain. Ils en sont arrivés juste à faire de ce tableau lui-même une icône. Alors, le truc de Jasper Johns qui est lié à la peinture abstraite dont nous parlait, c'est-à-dire à cette réalité du tableau, c'est que Jasper Johns, il peint des trucs qui sont plats. Donc, il peint quelque chose plat qui est déjà plat. Alors, sa spécialité, c'est les drapeaux, les cibles. Vous pouvez toujours vous poser la question, pourquoi vous ne jouez pas aux fléchettes avec un tableau de Jasper Johns? Les chiffres, les lettres, les sujets et les cartes de géographie. Donc, il peint plat, des choses plates. De telle manière, quand vous regardez un tableau de Jasper Johns, vous reconnaissez immédiatement l'image, mais vous êtes encore convoqué, comme avec le tableau de Matisse tout à l'heure, à regarder la peinture. Et basta così, et rien d'autre. Et vous vous retrouvez tout seul face à la peinture. Voilà, ça, il y en a un qui a pris le relais, c'est Frank Stella. Bon, dans le truc de peindre, c'est peindre de Frank Stella, j'aime beaucoup. Et lui, il a inventé un truc qui s'appelle le shape canvas. Shape canvas, ça veut dire que le tableau, il est découpé. Il est découpé et lui-même est la forme. Et je vous mets au défi de savoir si la forme qui est dans le tableau précède la forme du tableau ou si c'est la forme du tableau qui a précédé la forme de ce qui est à l'intérieur. On est dans une forme de tautologie qui fait que le tableau est là pour vous dire dans quelle pièce il est. Au fond, la question, c'est pas où est le tableau, c'est pas le lieu où on met le tableau, c'est le tableau qui est le lieu. Bon, voilà, c'est des questions un peu compliquées. Voilà, ça c'est Helmut Federley. Là, je voulais revenir à des contemporains. C'est mon aîné, il est né en 44, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que lui, il a fait une chose formidable. La plupart des héritiers de cet art minimal qu'on vient de voir, ils sont allés vers d'autres expériences, qui n'étaient pas des expériences de peinture. Ils sont allés plutôt vers la sculpture, l'objet, l'art conceptuel, etc. Il y en a qui sont restés à la peinture, notamment Helmut. Et Helmut est un peintre européen. Il est allé vivre aux États-Unis, mais il est revenu. Il a ramené
une sorte de sens de la monumentalité, de la physicalité. Je voudrais dire 2 mots de lui avant de conclure. J'ai noté le concernant quelques mots qui ne sont pas forcément des mots qu'on qualifie, qu'on pourrait penser positifs, et pourtant, à mes yeux, ils le sont. Maniériste. C'est quelqu'un qui sait qu'il est à la fin d'une histoire, d'une peinture, que c'est pas lui qui va l'inventer, il prend en charge le fait d'occuper cette place-là, totalement. Lui, il a quitté le bleu, le jaune et le rouge, les couleurs primaires. Il sait qu'il n'est pas un primitif. Et lui, ses couleurs sont des couleurs plutôt un peu de l'angoisse et de l'inquiétude. Il est sentimental, il est pessimiste, il est en quête de vérité, et je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement sceptique, ce que je partage tout à fait avec lui. Voilà. Pour finir, je voudrais vous présenter les acteurs des scènes que nous venons de parcourir, et de façon un peu exagérément accélérée sur la fin. Paul Cézanne, Braque, Pablo Picasso, Kandinsky, Nolde, peindre, c'est peindre, Henri Matisse, le prof, Piet Mondrian. Alors lui, il est parti de la nature et après il a détesté. Enfin, il a détesté, je crois, par principe. C'est-à-dire, on l'avait invité à un dîner où il se retrouvait devant la fenêtre avec des arbres derrière, il a demandé à être déplacé, il ne supportait plus le verre. Et je pense que c'est parce qu'il fallait qu'il continue son affaire, quoi. Pour continuer son affaire jusqu'au bout, en arrivé à New York Boogie Woogie, quelque part, il refusait de l'avoir, quoi. Barnett Newman. Là, il y a Lucio Fontana, celui des fentes et des trous. C'est celui qui est à gauche. Celui qui est à côté de lui avec les chaussures bicolores, c'est Marinetti, le peintre futuriste. Je les trouve assez chics, mes aïeux, pas vous? Ça, c'est Jasper Jones. Ça, c'est Frank Stella, le bien nommé. C'était vraiment la star, lui. Il a commencé à peindre très jeune. À 30 ans, il avait inventé son truc avec les rayures noires. Là, c'était une superstar. Et depuis, il continue et il a remis ça en question tout au long de sa vie. Aujourd'hui, c'est magnifique ce qu'il continue de faire. C'est un travail incroyablement baroque, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer avec le départ de son œuvre. Ça, c'est Helmut, le monsieur dont je viens de vous parler, qui a fait le tableau gris et jaune. Et ça, c'est Cimabue, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, qui les accompagne. Voilà, ils vous saluent tous et moi avec eux. Merci.